C'est Mallarmé qui a écrit La destruction fut ma Béatrice. C'est ça? Ce rapport au livre, qu'on mange le livre, c'est une image prophétique, ça vient d'Ézéchiel, je crois, au début. C'est copié par l'Apocalypse. Est-ce que c'est prophétique ou apocalyptique? C'est prophétique ou apocalyptique? En fait, moi, j'ai essayé de penser l'Apocalypse, mon apocalypse littéraire, c'est-à-dire de penser qu'est-ce que c'est que ce geste qui est celui de la littérature, donc de recouvrir le réel avec des histoires, des images et des visions, des métaphores. Et qu'est-ce qu'on tente de faire finalement? Est-ce qu'on tente de le réparer, ce réel? Est-ce qu'on tente de l'annihiler? Et je pense que c'est un peu tout ça à la fois. Donc, de la même manière que je voyais l'Apocalypse comme à la fois penser la disparition et la survie au même moment, j'essaie de penser le geste apocalyptique littéraire en ces termes-là. J'essayais par le fait même de penser mes propres fantasmes de lectrice et comment, effectivement, c'est aussi un fantasme éminemment littéraire que de penser, que d'écrire sa propre disparition dans la littérature. Donc, voilà, j'essaie vraiment de transposer sur le terrain littéraire, mais bon, aussi parce que j'ai tendance à penser que ce geste est déjà à l'œuvre dans la première, qui n'est pas la première d'ailleurs, mais dans l'Apocalypse qu'on retient. Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce que j'appelle la vitalité morbide, en fait, cette idée de ce fantasme d'en finir qui finalement fait que ça continue. Hein? Et je trouve ça très intéressant parce que l'art, c'est un peu. J'ai beaucoup aimé cette idée qu'on veut toujours écrire le livre, on veut faire le texte, ou bon, on veut faire le film. Puis en fin de compte, ce n'est que le début d'autre chose. Ça, j'aime beaucoup ce geste-là, c'est-à-dire se servir. Ce que tu nous montres, c'est comment ce fantasme d'apocalypse est fécond, permet, malgré l'horreur, parce qu'on passe à travers l'horreur, à travers ça, c'est-à-dire qu'on doit recouvrir le monde d'images, etc. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui c'est ça, la lecture d'Auster est très intéressante là-dedans, c'est-à-dire qu'on peut aller que vers la prolifération, on peut aller que vers le grouillement encore plus, alors qu'on chercherait à arrêter le grouillement, à mettre le dernier mot, mais dès qu'on met le dernier mot, c'est des milliers de mots comme des petites bêtes qui commencent à... Mais que c'est précisément cette volonté de mettre le dernier mot qui fait écrire, qui fait proliférer. Et que aussi la vie passe par les images d'horreur. C'est-à-dire que pour recouvrir, pour se remettre d'images d'horreur, on ne peut que produire d'autres images d'horreur dont on ne sait pas trop justement si elles réparent les premières ou si elles en sont l'écho, mais qu'on fait malgré tout quelque chose en effet. Moi j'aime ce que tu dis parce que aussi je suis très embêtée par un certain discours de censure sur l'horreur en ce moment dont je ne sais que faire. Ça ne veut pas dire que moi, comme personne, je regarde les films d'horreur. C'est pas du tout la question, même je ne peux pas les regarder. Mais ce discours-là m'embête parce que j'ai l'impression justement qu'on ne peut pas décider à l'avance si c'est quelque chose qui guérit ou qui détruit. Tu sais, je ne crois pas à l'idée de pouvoir pointer à l'avance ce qui est de l'ordre du bien ou du mal. Donc c'est un peu... Mais c'est le paradoxe. Enfin, moi, c'est ce qui m'a frappé dans l'Apocalypse, c'est qu'effectivement, je suis assez d'accord avec vous, on est frappé par l'horreur de tout ce qui se passe, c'est insoutenable. Et en fait, comment est-ce qu'on a pu penser on a voulu penser le salut à partir de telles images, c'est quand même assez paradoxal et aussi éloigné que ça puisse paraître de notre propre manière de voir aujourd'hui. Il semble que la littérature réitère malgré tout ce geste-là, effectivement. Dernière chose, peut-être moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'idée de la psychose à travers ça, c'est-à-dire que le sujet doit en passer. Je le prends d'un point de vue psychanalytique, mais le sujet doit en passer par une certaine psychose pour arriver à peut-être une réparation et une restauration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... la névrose n'est plus tout à fait la norme. C'est qu'il y a une possibilité de normopathe, comme on disait pour le névrosé. Là, il y a une normativité de la psychose. Mais je ne la vois pas dans ce que tu dis comme nécessairement
mauvaise. En fait, il y a un passage à travers la psychose. Il y a une psychose expérimentale que ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis parce que ça correspond à une certaine esthétique et ça permet de la penser autrement que dans un discours qu'on connaît d'avance. Mais je dois dire que la lecture de Culture of Redemption de Léo Bersani, je ne sais pas si tu l'as lu, ça m'a beaucoup, ça m'a forcé justement à penser ce geste rédempteur, ce geste de salut que malgré tout on ne cesse de réitérer dans la culture, ne serait-ce que pour justifier le temps qu'on passe à lire et à écrire, comme si on se sentait obligé de dire que ça pouvait réparer quelque chose, alors que si ça pouvait réparer, on n'aurait pas à le répéter sans cesse. Est-ce que ça répare pour l'écrivain, pour celui qui écrit? Mais ça répare je pour pense qu'on ne sait pas si ça répare ou ça détruit, mais je pense que c'est tout à la fois. Je pense que l'hypothèse littéraire, c'est d'écrire pour à la fois, c'est ça, annihiler, rédimer, mais qu'on ne sait jamais trop quel geste on est en train de poser. Non? Ça paraît peut-être gros, mais... C'est pas parce que vous avez parlé de la subjectivité, de cet essai de désubjectivisation. Enfin, moi, il se peut que je sois un peu subjective là-dedans, mais je pense que c'est beaucoup la part de cette écriture d'essayer de voir si une annihilation du sujet est possible. Nous ne parlons pas comme ça, nous parlons comme si c'était une construction du sujet, en fait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me trompe? Ça veut dire toute cette, comme vous dites, conjonction, accumulation, c'est comme, est-ce que c'est un sauvetage, est-ce que c'est une... Ça veut quand même dire que nous sommes tout le temps en train de construire notre subjectivité et de la... Mais on l'a construit et on l'annihile aussi. Je pense que je dis que ça n'a pas lieu, mais ça a aussi lieu. Il y a aussi, je pense, un moment psychotique de la littérature, de la lecture, que ce soit de l'écriture ou la lecture, où on est débarrassé de nous, non? On trouve quand même des livres qui nous débarrassent pour un moment de nous-mêmes. Oui, mais c'est le moment est trop court. Ouais. Ah oui, ben c'est sûr. Il faut le réitérer. Mais c'est ça le salut. Parce que non, parce que moi je veux dire que oui, je peux achever cela. Parce que vous voyez, pour moi la tâche d'accomplir quelque chose de plus permanent dans le sens de est-ce que je peux me débarrasser ou est-ce que c'est juste par des efforts comme ça de temps, et c'est sûr que nous ne pouvons pas vivre autrement, mais l'écriture justement pourquoi l'écriture est tellement fascinante, c'est parce que c'est comme si c'était elle qui vous permettait dans le processus, ça veut dire quand vous le faites que vous pouvez vous donner. Mais il reste la question comment cela se fait. Est-ce que, et je ne veux pas aller là où qui parle à travers moi parce que ce serait un autre sujet qui parlera à travers mon sujet et nous ne voulons pas ça, mais nous voulons autre chose. Et vous avez parlé un peu d'objets, de choses comme ça. Quand vous avez dit objet, est-ce que c'était le cinéma, vous avez dit quelque chose sur le à la toute fin, oui, du cinéma qui arriverait, en fait, c'est le personnage d'Auster, cette étudiante en cinéma qui en vient à tenir cette théorie sur le cinéma que finalement le langage cinématographique, c'est d'exprimer des émotions humaines par le biais des objets inanimés. Ouais. Ok, et qu'est-ce que vous pouvez me dire un peu plus là-dessus? Ben, c'est que moi, en fait, j'essayais de penser ce geste de ce qui est perçu par Brill comme geste d'une volonté d'anesthésie par l'image. Et on pourrait penser aussi, on pense toujours aux mauvaises images, la mauvaise télévision, on s'abrutit avec la télévision, comme on pourrait penser qu'on s'abrutit avec des mauvais livres. Pourquoi les images sont des objets?
c'est pas forcément les images qui sont des objets, mais dans son idée, c'est que le cinéma exprimerait à partir d'objets qui nous apparaissent dans l'image. Mais il y a cette idée, évidemment, de passage d'un monde de sujets exprimé dans un monde d'objets. Et enfin, moi, à partir de ça, j'essayais de penser le geste de ce personnage-là qui elle-même tente peut-être jusqu'à un certain point effectivement de se désubjectiver par l'image en passant elle-même dans l'image, ce que j'appelais son devenir cinéma. Et enfin j'essayais de voir comment ce que nous on peut percevoir comme un danger de la surconsommation d'images est peut-être pas si différent justement d'une volonté de disparaître qui nous paraît tout à fait sublime sur le terrain de la littérature avec l'image malarméenne de la disparition du poète et tout. Donc j'essayais un peu de voir ce qui se joue dans nos rapports aux représentations d'une volonté de s'annihiler qui n'est pas forcément mortifère au sens où on l'entend souvent de manière un peu bête ou premier degré. Là. Bête, c'est bien. Ben, peut-être. Peut-être qu'on cherchait à être bête. Si vous parlez de la désubjectivation, oui. il faut concevoir le bête comme lieu de... Oui, mais tout à fait. Oui. Alors... Se perdre soi-même, c'est devenir bête. Là. Peut-être. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Quand on a lu trop de livres. Ouais, mais on cherche à se guérir de la maladie du livre par le livre. Enfin. Merci. D'autres commentaires? J'ai une question peut-être stupide, mais que cherche-t-on? Oh, ça va. Ça va, c'est très bien. Nous faisons du progrès. Vers le subtilité de la bêtise. Que cherche-t-on en définitive dans la facture de l'Apocalypse? Dans la facture de l'Apocalypse? C'est-à-dire? Dans ce mouvement, dans ce pensée apocalyptique. Qu'est-ce que, par exemple, tu as cherché, toi, dans ton acte de lecture d'écriture? Quelle a été ta quête? Y a-t-il une quête? Quelle a été ta quête? En fait, j'ai essayé de le poser, justement. J'ai essayé de me poser moi-même dans mon texte parce que je suis partie, en fait, de ma fatigue de l'Apocalypse, de ce texte-là que je trouve épuisant, qui n'en finit plus. Et pourquoi ça n'en finit plus? Et de la même manière que la littérature n'en finit plus non plus. Donc, enfin, c'était ça, au départ. Et comment on essaie de se sauver avec des histoires d'horreur. Je voudrais faire le lien un petit peu avec la densité de la littérature, finalement, faire le lien avec la question du savoir. Est-ce qu'en creux, il n'y a pas une sorte d'apocalypse du savoir, de la connaissance, finalement, qui est un cataclysme parfois, quand on essaie de tout tenir ensemble, alors qu'on est perdu d'avance. Et là, c'est une horreur, parce que c'est frustrant. C'est tous les yeux de cette tête. C'est ça le savoir, non? C'est quoi? C'est pourquoi je vous dis que nous sommes là-dedans. Nous ne savons pas que c'est quand même... c'est très douloureux, ce savoir-là. Et vous dites que vous voulez en finir. Je doute. C'est vrai, c'est comme s'il fallait apprendre comment vivre sous ces yeux-là, non? Et comment parler devant ces bouches. Il faut peut-être justement cesser de penser qu'on parle devant, mais qu'elle parle à travers nous, qu'elle voit à travers nous. C'est pas ça un peu la solution apocalyptique? C'est ce que Jean semble tenter de faire, en tout cas. Moi, je veux bien, moi, je n'ai aucune difficulté avec le transcendantal, mais c'est vous qui avez des difficultés avec ça.
Moi? Non. Mais, ça veut dire, enfin, Terry aussi, il a dit, il n'y a plus de Dieu, je ne veux pas parler pour Dieu, que Dieu me Mais c'est ça, c'est le blasphème, c'est la parole de excellence. Ce n'est pas une question pourquoi nous devons passer par toutes ces horreurs, parce que nous devons. Parce que c'est comme ça, parce qu'il faut subir ces apocalypses. Nous ne pouvons pas être bienheureux jusqu'à la fin des temps. C'est ça, c'est évident. Mais quelle sorte d'apprentissage est-ce que c'est? Donc celui de l'horreur, de la douleur. Et pourquoi nous devons être des témoins de ça tout le temps? C'est ça la question. Alors vous écrivez des livres pour essayer de voir pourquoi j'ai dû être témoin ou victime, parce que et oui, bien sûr, on n'apprend pas pourquoi. Mais on est d'accord, alors? Oui. J'ai l'impression que tu es comme Baudrillard, un peu dans le paroxysme indifférent. Il parle de mais pas du tout, au contraire. Tu as une conscience de la velléité de disparaître. En fait, toujours le mot disparaître. Il y a quelque chose comme on dirait que ça ressort de ton expo. Mais je ne suis pas du tout baudrillardienne, parce que je pense que l'apocalypse a lieu, même si c'est à travers les images. Comme je dis, c'est précisément une pointe à Baudrillard quand j'ai dit la guerre en Irak a bien lieu, même si on n'en reçoit que des images. Quand faut-il que ces images-là, on les laisse nous toucher. C'est pas vrai qu'on n'a qu'un rapport justement d'anesthésie ou. Mais juste, c'est très intéressant comment vous voyez un film qui vous secoue, et puis vous lisez quelque chose comme une critique sur ce film, et ça annihile complètement ce que vous avez senti. Parce que c'est dans la culture de ce commentaire-là d'annihiler tout rapport affectif de choc avec l'image. Donc, on vous apprend encore de ne pas croire à l'image, alors que vous, de premier abord, vous êtes complètement... et pourquoi est-ce que le commentaire cinématographique est tellement porté sur annihiler ce lien affectif? Pourquoi? Je me demande beaucoup pourquoi. Mais un rapport critique, c'est ça aussi vis-à-vis de la littérature. On essaie ça paraît toujours suspect de laisser transparaître l'affect. Oui, mais on a l'impression qu'on va être bête, précisément. Oui, mais je vais oser dire quand même qu'à l'image, on a un rapport plus immédiat. Je vous m'excuse. Là, le livre est plus long, plus compliqué. On a un rapport de suspicion davantage vis-à-vis de l'image. Oui. Non? Oui, après cause, quand même. Non. Elle n'a pas été, je sais pas, les premières grandes idées de propagande soviétique après 17, c'est d'utiliser le cinéma et d'utiliser l'image quand même. Parce que c'est ce qui est censé pouvoir produire le plus d'impression sur les gens. Quels gens? Les gens qui sont illettrés et puis qui... Voilà, nous arrivons de nouveau à la question de la bêtise, vous voyez. En fait, vous savez très bien que ces films-là, cette série, même les nouvelles, on a la nostalgie du père, du petit père, Staline ou qui que ce fût, qui parlait à son peuple, à ses enfants. Je veux bien que c'était je suis d'accord complètement que c'est la propagande, mais il y avait aussi un lien au père du peuple. Et les Russes, s'ils se sont laissés, comment dire, les gens, c'est pas parce qu'ils voulaient croire que quelqu'un s'inquiétait pour eux, je sais pas. Ça veut dire la propagande n'est pas...
seulement, comme dit une de mes étudiantes qui vient de la Russie, c'était pas tout mauvais. C'était pas tout mauvais. Ça veut dire, vous voyez, et moi je veux sauver ce lien-là. C'est pas foi. L'affectif. Mais non, c'était, on parlait votre langue, la langue du peuple russe, enfin, vous savez très bien qu'ils ont quand même leur pathos. Ils sauvaient ces liens qui venaient à travers la télé, la propagande. Moi, je veux dire, je ne veux pas dire du bien de la propagande, mais je veux dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas faux, qui n'est pas menteur, nécessairement. C'est les limbes de l'incertitude dans laquelle on vit l'existence, non? C'est qu'effectivement, il faut se laisser toucher, mais en même temps, il ne faut pas non plus être que se laisser toucher. On est devant l'image, il y a un processus de réflexion. On n'est jamais certain c'est quoi le niveau auquel on devrait prendre l'image, mais je veux dire, on peut se laisser toucher a priori, mais c'est pas certain justement parce qu'on n'est pas post-apocalyptique. Non? On n'est pas dans la certitude, on est je sais pas, non. Puis même à l'époque contemporaine, il y a une espèce de dictature de l'émotion aussi, non? On pourrait employer ce terme un peu provocateur. Mais... Je suis d'accord, je sais, mais ce n'est pas pour autant que nous allons refuser l'affectivité parce qu'il y a une dictature de l'émotion. Et dans le discours universitaire, il me semble qu'elle est rejetée complètement. Complètement. Alors nous sommes tous lucides là, à ne pas nous laisser avoir. Parce que, mais vous voyez, si vous voyez un film, même si ça fait que c'est la propagande, ça vous fait pleurer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous empêchez parce que ce n'est pas cool. Parce que moi, je ne peux pas me laisser aller. Non? Je sais que c'est la propagande. Voilà le petit chien qui court vers moi et je ne sais pas quoi. Non? Et pourtant, même si je suis bête à ce moment-là de pleurer, quand je sais que c'est la propagande pour vendre de la nourriture pour chiens. Mais ça ne m'importe pas pourquoi. Je dois admettre qu'il y a eu quelque chose qui m'a touché là, même si je suis bête. Non? Enfin, on revient à cette question de... Je pense que c'est ça l'apocalypse en général, c'est ça l'idée. C'est-à-dire, c'est l'affect. C'est aussi une pensée, c'est les deux ensemble quelque part. Je pense qu'on tourne en rond par rapport à la littérature. On dévoile la littérature, mais il y a une charge épistémologique, conceptuelle, il y a une charge de la représentation, il y a un effet réparateur. La littérature est devenue une sorte d'idée qui véhicule, je ne sais pas quoi, pour nous mêler, qui comprend aussi l'affect. Et donc, c'est pas c'est pour ça que c'est tellement bizarre dans une université quand on essaie d'éliminer l'affect au nom d'une science dans des départements de littérature où on étudie justement comment on se fait toucher, comment on est touché par des choses. On réfléchit là-dessus. Tout à fait, mais il ne faut pas se laisser toucher. Et il ne faut pas que le discours touche, surtout si jamais on utilise un discours qui justement mobilise de l'affect. Un discours universitaire, ça ne va plus du tout, parce que du coup, on entre dans une séduction qui n'est pas du tout scientifique, ou qui n'est pas... On utilise des moyens qui ne sont vraiment pas clairs. Nous ne sommes pas socratiques. Non. Mais... non, mais je vous dis, enfin, parce que je fais cette expérience, je dois enseigner Flaubert, enfin, qui veut lire Madame Bovary? Personne. Alors, je vais avec mon livre, et je ne sais pas comment... faire ça vite et je parle un peu autour et puis je le vois qu'il ne bouge pas du tout. Je dis, je veux vous lire quelque chose de ce livre, mais le fait est que chaque fois que je lis ça, je pleure. Et pourtant, chaque fois je me dis, mais arrêtons. Alors, je n'ai pas à lire ça. Mais chaque fois que je lis, c'est la scène de la mort de Emma quand on lui donne l'extrême onction, parce que, bon, nous sommes à ce sujet. Je ne peux pas ne pas pleurer quand je le lis. Et pourtant, je me dis, mais je vais le lire. Enfin, c'est comme ça. Combien de fois est-ce que je n'ai pas lu ce fragment
cette description à voix haute devant la classe. Pourquoi est-ce que je pleure chaque fois, s'il vous plaît? Mais c'est... I'm not jaded, non? Enfin, déjà c'est bien. Ou bien on peut dire, mais madame, vous avez pris un peu d'âge, alors là vous êtes un peu faible. Ce qui est vrai aussi. Mais je pleurais quand j'étais plus jeune et je pleure maintenant aussi, donc je m'excuse. Je dis, bon, peu importe. Mais c'est bête, hein, de pleurer, parce que je connais cette scène. Qu'est-ce que c'est cette affectivité un peu mémère, hein? Et pourtant, c'est dans le texte, chaque fois que vous y retournez, elle est là, non? C'est ce qui nous rattache à la vie aussi, il me semble, un peu, parce que sinon, c'est ce qui nous rattache à la vie, il me semble, parce que sinon, oui. Ça serait facile. On est à l'ère où c'est possible maintenant de provoquer la fin du monde. Oui. Si on ne se laissait pas toucher, j'imagine qu'il n'y a absolument aucune raison de ne pas le faire, froidement, en se disant, bon, mais l'humanité, c'est tout. Là. Je veux bien, mais en même temps, nous disons que cela ne nous fait pas grand-chose, cet aspect affectif que nous sommes... Mais, au contraire, moi je pense que c'est ce que ça va pousser aussi, c'est primordial quand même. Ça, effectivement, on est dans un département de littérature où, pour une raison ou une autre, je pense que tout le monde autour de la table a été touché par une œuvre littéraire à un point ou à un autre dans sa vie. Vous me rassurez. Merci. On va essayer de les conseiller. Mais c'est vrai, mais il ne faut pas le dire qu'on a été touché. Oui. Il faut dire qu'on a trouvé ça très intéressant. C'est ça. On a analysé les différentes parties. On a utilisé un vocabulaire échangisme. Elle est métaphore. Oui. Je pense que les départements se fondent comme ça. Se fondent justement à partir du moment où ils peuvent rabattre l'émotion à des limbes très académiques. Mais c'est pas aussi des... La destruction n'est pas aussi totale dans un département de littérature que dans un département de physique, par exemple. Sans doute. Parce qu'il y a encore de la passion en physique aussi. Puis, je veux dire, on la voit pas là, dans la formule sur le tableau qui reste quand on change de classe. Je veux dire, c'est froid, je veux dire, c'est mathématique, c'est changeant en mathématiques, mais quelque part, même pour ces physiciens-là, il y a eu un affect à un point ou à un autre. Je pense qu'on est un peu moins dans cette illusion-là, peut-être. Ça, c'est notre illusion. Ouais, peut-être, c'est vrai. Je crois que ça reste, alors que ça, c'est l'illusion des libérales. Ouais, c'est vrai. Peut-être. Benoît, quand tu parlais tantôt, tu as dit une phrase, c'est passé vite, c'était juste avant la citation de Lévinas, tu dis « Ceux qui empruntent le ton apocalyptique se situent dans le pli de l'éternité ». Le pli de l'éternité, ce ne serait pas une troisième voie pour arriver à exprimer de l'affect de façon recevable institutionnellement? Je pense à la belle image de l'institution de l'éternité, l'opprobre sur l'affect dans le discours académique, qui semble une manière d'instituer de l'éternité. Oui, c'est vrai. L'éternité de la rationalité. Est-ce que ce ne serait pas un atelier sur l'apocalypse qui serait ce pli dans notre institution? C'est l'espoir que je porte en venant ici aujourd'hui.